Vive la République. Vive la République. Vive la République. Vive la République. République. Vive la France. Vive la France. La France. La France. Vive la France. Et vive la France. Bonsoir Michel Barnier. Bonsoir, bonsoir à tous les trois et merci de votre invitation. Alors vous avez déposé ce matin votre liste de parrainage. C'était la date limite, il en fallait 250. Combien en avez-vous? 700, 720, beaucoup plus qu'il n'en faut, mais... Et beaucoup plus que les autres aussi? Je ne sais pas. Si vous savez. Oui, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que des élus très nombreux, de 80 départements, de métropole et d'outre-mer, beaucoup de militants me soutiennent, ce que je sens dans les réunions que je fais, et je vais à la rencontre, parce que c'est eux qui vont choisir. Ce sont les militants qui vont choisir un mouvement de soutien et de confiance. Parce que je suis dans cette famille depuis toujours, j'y ai adhéré quand j'avais 15 ans, au mouvement gaulliste, je ne l'ai jamais quitté. Oui, vous insistez sur cette fidélité parce que c'est un de vos points forts, c'est ce qui fait de vous aussi... J'espère en avoir d'autres. En quelque sorte, vous faites président aussi, on dit que c'est aussi un de vos points forts, c'est ce qui fait aussi que effectivement vous avez le soutien des militants et que vous êtes leur favori. En tout cas, c'est ce qu'il se dit pour le moment, mais on ne sait pas vraiment bien qui vous êtes. On était convaincus que vous étiez un gaulliste social tendance centriste. Et puis, on a découvert votre programme, votre priorité à la lutte contre l'immigration. Est-ce que vous portez le projet d'une droite décomplexée, voire dure? Droite républicaine, décomplexée, il n'y a pas de problème, ouverte. Moi, je suis gaulliste depuis que j'ai 15 ans. Je disais à l'instant... Le signe que je reçois des militants, c'est cette confiance à l'égard de qui je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans cette famille depuis le début, qui n'a jamais quitté, qui est capable pour cette fonction, je peux y revenir, et qui est capable de rassembler. Voilà ce que ressentent les militants. Et il faut rassembler sur des mesures dures, j'insiste, parce qu'il y a quand même des propositions dans votre programme, notamment sur la lutte contre l'immigration, qui sont extrêmement radicales, qu'on n'attendait peut-être pas de votre part. Le candidat que je suis à la présidence de la République et le président que je veux être doit traiter les problèmes des Français. Si vous me permettez de dire un mot du sens de cette candidature, Madame Lapix, notre pays est un grand pays. Il a une grande histoire. Et je ne m'excuserai pas pour cette histoire qui a des ombres et des lumières, mais je ne m'excuserai pas. Il est présent partout grâce à des territoires, des départements, je pense d'ailleurs à la Nouvelle-Calédonie, mais il ne va pas bien. Il ne va pas bien et l'Europe elle-même ne va pas bien, elle est fragile, le monde est dangereux autour de nous. Il y a de plus en plus de tensions, d'agressivité, de violence, parfois de sauvagerie, on l'a encore vu ces jours derniers. Il y a des Français qui sont dos à dos au lieu d'être côte à côte et ça ne s'est pas arrangé, au contraire, depuis 4 ans. Et donc il faut, c'est ce que je ressens dans toutes les visites que je fais, les Français souhaitent de la sérénité, du collectif, de l'autorité et des résultats. Et donc plus d'immigrés. Et moi, je suis à un moment de mon parcours politique, un âge que je n'ai pas besoin qu'on me rappelle, que je connais. Je suis à un moment de mon parcours politique avec ces expériences. Vous avez rappelé, j'ai été 20 ans élu dans le département et j'ai beaucoup appris en Savoie, notamment en organisant les Jeux Olympiques avec Jean-Claude Killy, 4 fois au gouvernement avec Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, et puis cette expérience européenne qui m'a permis pendant 4 ans de travailler avec tous les chefs d'État et de gouvernement. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et je me suis posé 2 questions. Est-ce que je suis capable d'être président de la République? Et est-ce que je peux être utile? Oui, j'ai répondu oui, après avoir recueilli l'avis de mon épouse, de ma famille, de mes amis politiques qui sont très nombreux. J'ai répondu oui, parce que je suis capable, avec tout ce que j'ai appris, d'apporter dans ce pays de la sérénité, de l'autorité et également des résultats, comme je l'ai toujours prouvé. On a une petite question, en tout cas une petite musique qui résonne. Si Emmanuel Macron vous avez soutenu à la tête de la présidence de la Commission européenne, est-ce que vous seriez présenté à l'élection présidentielle? Est-ce que ce n'est pas une revanche personnelle pour vous? Non, je ne fonctionne pas comme ça. Tout le monde sait à Bruxelles que je pouvais être président de la Commission européenne. Ça m'a beaucoup touché d'ailleurs que beaucoup de chefs d'État me soutiennent. Ça n'a pas été possible. Cette page est tournée. Cette page est tournée. Et je ne fonctionne pas ni à la nostalgie ni à la rancune, à aucun moment. Je suis aujourd'hui, je l'ai dit, revenu dans mon pays. Je ne l'ai jamais vraiment quitté. J'étais toujours assez proche de mes racines et des Français que je recevais d'ailleurs à Bruxelles. Et aujourd'hui, je suis engagé et déterminé à apporter des réponses aux problèmes des Français. Madame Lapix, vous parliez de l'immigration. C'est un vrai sujet de rupture. Il y a des tensions, parfois des affrontements qui peuvent se produire. Il faut une vraie réponse. Qu'est-ce que j'ai proposé par Michel Barnier, ce moratoire et ce référendum? Vous avez parlé de sérénité tout à l'heure. Il y a la candidature
non encore avérée d'Éric Zemmour, on entend peu de prise de parole à droite. On a l'impression que ça dérange tout le monde et qu'en clair, pour quelqu'un qui se revendique de Gaulle et du RPR, vous êtes tous gênés aux entournures pour lui répondre à cause de sa personnalité et de son électorat. Est-ce que c'est la petite musique Wauquiez dont on dit qu'il vous soutient qui vous empêche finalement de lui répondre? Est-ce que j'ai l'air gêné? Non, mais je vous demande Non, pourquoi on a aussi peu d'expression publique. Mais parce que pour essayer la de personne dont vous parlez, M. Zemmour, est un polémiste, un écrivain, un chroniqueur qui fait la promotion de son livre et qui l'a fait plutôt bien. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de parler de lui. Mais je vous demande pas de je parler n'ai de lui, rien- simplement d'occuper l'espace quand il parle du général de Gaulle, quand il parle du RPR et quand il parle d'un certain nombre de valeurs. Tout à l'heure, vous avez dit que vous preniez le passé de la France globalement. Est-ce qu'on lui laisse pas trop d'espace en ne lui répondant pas? C'est tout. Je peux très bien répondre, si vous m'interrogez, que je n'ai rien à voir avec M. Zemmour, que la manière dont il a de mettre à égalité le général de Gaulle et le maréchal Pétain est absolument scandaleuse. Je n'ai rien à voir avec cette personne. Et quand les thèses d'extrême droite l'emportent, c'est souvent que les autres sont faibles. Je peux vous donner ce point. C'est aussi quelque chose qui conduit toujours à des affrontements. Et voyez-vous, puisque nous parlons de M. Zemmour, et des problèmes de la France, c'est ça qui m'intéresse. Notre pays est plein d'agressivité, de rupture, de tension, de stigmatisation. On n'a pas besoin de plus. Il y en a assez. Et c'est pas comme ça, en ajoutant de l'agressivité à l'agressivité, qu'on va résoudre les problèmes de la France. Je disais qu'on avait encore un petit peu de mal à vous situer. Vous étiez Monsieur Europe pour beaucoup de Français. Et le 9 septembre, patatras, vous n'avez pas hésité à remettre en question le fondement de l'Union, les règles communes qui s'imposent aux nations, qui s'imposent aux pays membres. Avez-vous laissé tomber l'Europe? L'œil de 20h22 a essayé de comprendre Ambroise Boulaïs. Michel Barnier, début septembre, vous avez prononcé une phrase qui a fait bondir à Bruxelles. Pour changer la politique migratoire, vous ne voulez plus vous soumettre au droit européen, comme les Brexiteurs à l'époque. Nous ne pouvons pas faire tout cela sans avoir retrouvé notre souveraineté juridique, en étant menacés en permanence d'un arrêt ou d'une condamnation au niveau de la Cour de justice européenne. Se soumettre à la Cour de justice européenne, c'est pourtant ce que vous demandiez fermement à nos voisins britanniques pendant les négociations du Brexit. Nous devons nous assurer que les droits des citoyens sont respectés sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est ainsi que l'ont compris les Anglais. N'est-ce pas d'une formidable ironie que même en France, il y ait maintenant un homme politique de centre-droit qui réclame un référendum sur l'Union européenne? C'est ce bon vieux Michel Barnier. Depuis, vous vous êtes justifié. Les négociations du Brexit vous auraient ouvert les yeux. C'est parce que j'ai géré le Brexit pendant 5 ans que je sais qu'il faut changer. Tous ceux qui disent on va rien changer, on va rien toucher, ils n'ont rien compris. On aura d'autres Brexit à ces conditions-là. Mais 3 semaines plus tard, quand la Pologne veut elle aussi faire fi du droit communautaire, là, vous redevenez en anglais le défenseur des valeurs européennes. Si vous voulez rester dans l'Union européenne, vous devez respecter les principes, les valeurs de l'Union. Alors, monsieur Barnier, faut-il se soumettre à la justice européenne? Parce que là, on est un peu perdu. Alors, ce n'est pas clair. Donc c'est pour ça que je suis très content d'être invité sur votre plateau. Ce bon vieux Boris Johnson ferait mieux de respecter ses engagements et sa signature sur le traité que nous avons négocié avec lui, pas contre lui, notamment concernant les pêcheurs. N'empêche qu'il vous a donné des idées de Brexit, vous le disiez dans le sujet. Non, pas du tout. Il n'y a rien de commun entre ce qui se passe en Pologne et ce que j'ai proposé. Je suis profondément attaché à la construction européenne. Je m'y suis engagé très tôt en devenant gaulliste et européen, patriote européen en plus d'être patriote, et je ne vais pas changer. M. Johnson et M. Farage et quelques autres extrémistes ont voulu sortir de l'Union européenne. Jamais je ne proposerai cela, au contraire. Enfin, si vous n'appliquez pas les règles communes, il y a un problème. Oui, mais nous avons besoin de règles communes, et ce que propose la Pologne, ou ce qu'elle voudrait faire, c'est bien d'autre chose. C'est ne plus respecter du tout... Ce que vous voulez faire, c'est là-dessus qu'on est... Qu'est-ce qui vous gêne? Ne plus respecter les principes fondamentaux de l'Union européenne, et notamment l'autonomie de la justice et son indépendance. Ce n'est pas mon cas. En réalité, dans le domaine de l'immigration, et seulement dans ce domaine-là,
Il n'y a pratiquement rien dans les traités européens, il n'y a rien dans notre Constitution. Et donc, du coup, depuis des années, s'accumule une jurisprudence du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, de la Cour de justice européenne, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui sont toujours favorables aux étrangers, qui ne nous permettent pas de prendre des mesures que nous devons prendre, notamment pour notre sûreté. Donc, je voudrais, pendant 3 à 5 ans, que nous puissions mettre à plat toutes les procédures qui ne fonctionnent pas, traiter cette question avec humanité, mais avec rigueur, enfin, arrêter ce flux d'immigration clandestine, faire le signal que tout le monde ne peut pas venir en France, que nous ne pouvons pas accueillir tout le monde, et pendant 3 à 5 ans, remettre à plat ces procédures, négocier avec nos pays européens voisins pour une vraie politique d'immigration, peut-être mettre dans les traités ce qui manque, et négocier avec les pays d'émigration aussi des contrats pour que, notamment quand nous voulons renvoyer des personnes dans leur pays d'origine, 23% des prisonniers français dans les prisons françaises sont des étrangers qu'il faut expulser. Alors on va faire un tout petit pas de côté. Il y a une campagne sur les réseaux sociaux faite d'un certain nombre de visuels, de tweets, qui est émis par le Conseil de l'Europe. Alors le Conseil de l'Europe, c'est pas le Conseil européen, on est d'accord. C'est plus de 45 pays qui sont censés promouvoir les droits de l'homme. Et dans une de ces campagnes, dans un des visuels, on voit, alors je vais traduire la phrase, la beauté dans la diversité comme la liberté et dans le hijab. Alors ce soir, il est question très fortement de retirer cette campagne. Quand vous avez vu ça, vous vous dites, mais est-ce que c'est bien opportun? Vous trouvez que c'est le symptôme de quoi, ce genre de campagne? La liberté dans le hijab. Campagne évoquant le hijab comme un outil de liberté est absolument inappropriée. Et il faut qu'elle s'arrête, cette campagne. Inapproprié, c'est un mot anglais oui, très soft. Oui, soft, si vous voulez. En tout cas, il faut la retirer, en tout cas. Je trouve qu'il faut la retirer. Je viens de vous le dire. Moi, je suis pour la liberté de conscience. Je suis pour la liberté de religion. C'est même l'article 1 de la Constitution française. Il faut tenir compte de cela. D'ailleurs, la laïcité, qui est une grande valeur de notre République, doit être absolument consolidée. J'aurais souhaité que les gens qui ont eu cette mauvaise idée de cette campagne aillent interroger, s'ils l'avaient pu, les femmes de Kaboul dont vous avez parlé tout à l'heure, qui, elles, se battent pour précisément ne pas être avec ce voile. Parce que le voile n'est pas en question, n'est pas un instrument de liberté des femmes, c'est le contraire. Michel Barnier, vous évoquiez Boris Johnson, le Premier ministre britannique. Vous avez négocié pour l'Union européenne avec le Royaume-Uni les accords du Brexit. Vous êtes même déclaré comme Monsieur Brexit. Au vu de la situation de nos pêcheurs actuellement en France qui souffrent et qui ont peur de leur avenir, est-ce que vous vous sentez responsable de cette situation? Est-ce que vous n'avez pas manqué de précision dans les contours de cet accord du Brexit? On a négocié pendant 4 ans avec les Britanniques, pied à pied, jusqu'au dernier jour, le 24 décembre de l'année dernière, à 13h, on a conclu sur l'accord de pêche qu'ils ont accepté. C'est un accord raisonnable, qui n'est pas idéal, qui est assez précis. La totalité du traité que nous avons signé avec les Britanniques fait 1400 pages. Et ce que nous pouvons dire, c'est que M. Johnson ne souhaite pas le respecter aujourd'hui. Donc je suis du côté des pêcheurs français et européens, définitivement. J'ai fait cet accord qu'ils ont salué, je l'ai fait d'ailleurs en relation avec eux. Ils ont été informés du contenu et tout le monde, au moment de la signature, a trouvé que cet accord était équilibré et raisonnable. Nous avons rendu une partie de nos capacités de pêche aux Britanniques. Je rappelle que s'il n'y avait pas eu d'accord, ils pouvaient nous exclure totalement de leurs eaux. Totalement, tous les pêcheurs européens, notamment les pêcheurs français. On aurait fait preuve de mesures de rétorsion aussi, comme actuellement avec le président de la République. C'est que M. Johnson respecte la signature, qu'il fasse confiance au gouvernement français pour dire quels sont les bateaux qui ont effectivement pêché depuis plusieurs années dans les eaux britanniques, et que ce soit une question de bonne foi. Je trouve actuellement que le gouvernement britannique n'a pas de bonne foi. Il ment, comme c'est la mode de le dire en parlant d'un certain nombre de premiers ministres. Ce n'est pas un mensonge. Il ne respecte pas sa signature. Et quelque part, c'est assez grave qu'un grand pays comme le Royaume-Uni n'honore pas son engagement et sa signature. C'est grave pour sa réputation. J'espère que ça n'ira pas plus loin. Le ministre britannique vient après-demain voir les autorités françaises. J'espère qu'ils vont trouver un accord. Je le souhaite, sinon il y aura des mesures de rétorsion. Vous utilisez souvent le terme raisonnable. Alors, l'êtes-vous? Nous avons été surpris. Je suis passionnément raisonnable. Alors, nous avons été surpris en étudiant votre programme. On estime que c'est le plus dépensier de tous, de tous les candidats en tout cas à l'investiture LR. Je prends par exemple, alors il y a la réduction des impôts de production de 10 milliards, la construction de 20 000 places de prison, ça fait combien? Parce qu'en fait c'est pas chiffré. Ça fait les mesures que je propose pour la justice, ça représente, y inclut les postes nouveaux de juges et de greffiers qu'on doit créer pour que la justice aille vite. Oui. Et ça fait combien? Les décisions, c'est à peu près 2 milliards par an. Oui, alors moi, sur les constructions de places de prison, je pensais plus à 5 milliards. La taxe sur la taxe pour les problèmes d'énergie, l'énergie qui flambe, 5 milliards. Grand plan ferroviaire. Enfin,
il y a une addition comme ça de milliards, est-ce que vous n'allez pas... Vous pourriez ajouter d'ailleurs les centrales. Les centrales nucléaires, vous voulez en construire 6 EPR. Oui, je ne suis pas le seul, puisque le reste, et là, ça coûte. Alors, les EPR, on ne sait pas si ça vaut 12 ou 20 milliards. Vous allez cramer la caisse? Non, sûrement pas. Je veux d'ailleurs dire que je serai le président d'une gestion plus sérieuse qu'elle ne l'a été. Nous sommes à près de 3 000 milliards de dettes. Et cette dette a été considérablement augmentée, pas seulement à cause du Covid depuis 3 ans, mais dans la première partie du quinquennat du président sortant, plus rapidement qu'elle ne l'avait été sous M. Hollande. Donc je pense qu'il faudra retrouver une trajectoire plus vertueuse et inversée. Où est l'argent? Où est l'argent? Parce qu'il n'y a pas de ressources. On voit que vous baissez la plupart des impôts. Je sens votre impatience. Oui, bien sûr. Et parce que vos concurrents, eux, ils proposent, c'est une mesure assez classique, de réduire le nombre de fonctionnaires, 200 000, pas vous. Vous ne m'entendrez pas dire qu'il faut, à la hache ou au rabot, supprimer des postes de fonctionnaires. Parce que derrière ces chiffres, et tous ceux qui en ont prononcé dans les années passées, ils n'ont jamais fait ça. Même M. Macron, qui avait dit 120 000 de moins. Nicolas Sarkozy, mais c'est peut-être ce que vous évoquez quand vous dites le coup de rabot sans distinction. Parce que derrière ces chiffres, il y a des hommes et des femmes qu'il faut respecter. Il y a sans doute des fonctionnaires en trop dans certains services administratifs. Il n'y en a pas assez dans la rue, dans les écoles, dans les professions de santé. D'ailleurs, vous voulez déplacer des fonctionnaires des hôpitaux et de l'éducation nationale vers la police, la justice. Non. Dans chaque secteur, il faut regarder les choses de très près. Les administratifs, vous avez dit que vous alliez les déplacer. Oui, dans l'administration, quand vous regardez les hôpitaux français, vous avez beaucoup plus de dépenses chez nous qu'en Allemagne sur les fonctions administratives et pas assez pour les soins. Et je voudrais que la santé, les médecins, les soignants soient prioritaires et mieux payés. L'argent, vous m'avez pas dit. Attendez, je vais vous dire un mot de ça. Mais je voudrais, puisque vous me parlez des fonctionnaires, vous répondre sur cette question. Moi, je suis pour la réforme de l'État, pas pour la suppression de l'État. Je veux réformer l'État et que l'État soit au service des citoyens. Et ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui avec ce délire bureaucratique et normatif, avec cette absence de... L'autre jour, je rencontrais la défenseur des droits et qui me disait qu'elle recevait des milliers de lettres de citoyens, comme ceux qui nous écoutent, qui disent « on n'a plus à qui parler ». Il n'y a plus de visage, il n'y a plus de voix. Donc, vous voyez bien qu'il faut remettre parfois des fonctionnaires des visages ou des voix et puis utiliser la numérisation dans d'autres domaines. Donc, je vais faire les choses sérieusement. Vous me parliez de M. Wauquiez tout à l'heure. Oui. C'est quelqu'un qui compte et qui va compter. Il est présent. Il est présent. C'est lui qui vous le dira. Il est présent d'une très grande région de 8 millions d'habitants, qui est ma région, Auvergne-Rhône-Alpes. Il a substantiellement diminué les frais de fonctionnement de la région depuis 4 ans. C'est pour ça qu'il a été brillamment réélu, en maintenant le niveau des services publics. Et il y a plein d'autres maires, présidents de régions, de départements, qui ont fait la même chose. Donc c'est possible avec des dialogues sociaux. Alors il y a d'autres économies possibles. Nous pourrions parler de la retraite, qu'il va falloir aborder avec courage. Je peux parler de la fraude sociale et de la fraude fiscale que nous allons traiter de manière implacable. Vous savez qu'il y a 2,5 millions de personnes en France qui ont des droits ouverts à l'assurance maladie, de plus que les habitants de la France. Donc nous allons par exemple changer toutes les cartes vitales pour vérifier... Ça va peut-être pas rapporter des dizaines de milliards. Ça rapportera beaucoup d'argent, beaucoup plus qu'on ne le croit, en faisant une vérification biométrique de tous ceux qui ont des droits ouverts à l'assurance maladie. Michel Barnier, première question en un mot s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un chasseur? Non, je ne suis pas chasseur du tout. D'accord. Alors les incidents à la chasse se multiplient actuellement. Yannick Jadot, le candidat écologiste, a expliqué qu'il fallait arrêter la chasse le week-end et les vacances scolaires. Est-ce que c'est une bonne proposition, Michel Barnier? Non, ce n'est pas une bonne proposition, c'est de la démagogie. Ça ne règle rien. La chasse est une passion pratiquée par des millions de Français qui sont des gens sérieux, qui aiment la nature. Je les connais bien. Ce sont des gens qui ont un sens de la convivialité, qui aiment les traditions. Et je pense qu'on doit préserver cette passion et l'encadrer. Elle est encadrée aujourd'hui suffisamment, mais je ne vais sûrement pas aller dans ce sens-là contre la chasse ou contre... Même la chasse à courre. Oui, contre toutes ces mesures que proposent les écologistes aujourd'hui, qui sont des mesures punitives. Moi, je ne vais pas laisser l'écologie au vert, surtout à ceux que nous avons en France. C'est un sujet qui est un combat pour moi depuis très longtemps. Je n'ai pas de leçons à recevoir. Je veux une écologie humaniste et concrète, en particulier pour préserver l'énergie nucléaire, mais aussi développer de nouvelles énergies. Je suis contre l'éolien,
assez clairement. On en a besoin, on l'a vu dans le mix. Oui, mais pas n'importe où. Pas n'importe où. Quand vous voyez à Saint-Brieuc comment on essaie de planter des éoliennes au milieu de la mer, sans aucun rapport économique, ce n'est pas sérieux. Je suis favorable à un plan solaire et au développement du photovoltaïque, de l'hydrogène et surtout aux économies d'énergie. Merci beaucoup, Michel Barnier, d'être venu sur le plateau de 20h22. Nous vous retrouverons